je ne veux absolument pas faire une pâtisserie sans sucre qui a moins de goût. Donc aujourd'hui, on a mis au point un fruit confit sans sucre, conservé dans le temps, et qui a plus de goût que le fruit confit initial. Parce qu'il garde toutes ses fibres, il garde toute sa fraîcheur. Et ça me fait une base de travail qui peut m'apporter énormément de choses dans tous mes piliers de travail, qui est la pâtisserie, la glacerie, la confiserie et la chocolaterie. La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, j'ai rencontré Aurélien Rivoire, chef pâtissier du pavillon Le Doyen, où il imagine des desserts pour les 3 restaurants étoilés de Yannick Aleno, Aleno Paris, l'Abysse et Pavillon. Sa grande particularité, c'est que depuis quelques années, il a complètement banni le sucre, ou plutôt le saccharose de ses créations, pour révéler le vrai goût des produits qu'il utilise. Et il a d'ailleurs été désigné chef pâtissier de l'année par Goltemillo en 2021. Dans cet épisode, vous allez l'entendre, il m'explique ses techniques de confiserie moderne qui lui permettent notamment de plus utiliser de sucre, comment apprendre à devenir un bon ou une bonne dégustatrice pour développer son palais, et enfin il m'explique comment il développe ses créations japonisantes et toujours plus surprenantes pour l'Abysse. Bonne écoute! Bonjour Aurélien, donc tout d'abord tu as été nominé chef pâtissier de l'année par Goltemillo en 2021, donc félicitations. Et moi ce que je voudrais savoir, parce que ça récompense ta créativité et ton innovation constante en pâtisserie, est-ce que tu pourrais un peu essayer d'attribuer un dessert ou une création particulière à ce titre? Bonjour, bienvenue. Alors déjà, c'est un super beau titre dont je suis très fier parce que ça fait quelques années que je travaille dans le même sens pour arriver à ce genre de titre. Et si je pouvais, je pense qu'aujourd'hui, mon travail qui a abouti en 2020 de la confiserie moderne, ce qu'on appelle la confiserie moderne, le fruit conservé sans l'ajout de saccharose, je pense que ça peut être un déclencheur du Goemio, parce que je me rappelle que Marc Esqueret est un des premiers à avoir goûté le petit ananas qui avait 6 mois de vie. C'est un premier externe au pavillon Le Doyen qui l'a goûté. Et je me rappelle d'une discussion hyper passionnante qu'on avait eue tous les deux. Et je pense que ça a pu un peu jouer, ouais, j'imagine. Et justement, tu parles de confiserie moderne, c'est exactement ton credo. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en 2-3 mots ce que c'est la confiserie moderne? La confiserie moderne, c'est la transformation du produit pour une conservation dans le temps sans l'ajout de saccharose. Donc en fait, la confiserie traditionnelle est un produit qui aujourd'hui est bourré de saccharose et qui pour moi n'est plus du tout en adéquation avec la façon de consommer actuelle. Donc aujourd'hui, nous, on a réfléchi, on s'est dit que le fruit confit apportait du plaisir et de la gourmandise. Donc on a voulu garder ça. Moi, je ne veux absolument pas faire une pâtisserie sans sucre qui a moins de goût, en fait. Donc aujourd'hui, on a mis au point un fruit confit sans sucre, conservé dans le temps, et qui a plus de goût que le fruit confit initial. Parce qu'il garde toutes ses fibres, il garde toute sa fraîcheur. Et ça me fait une base de travail qui peut m'apporter énormément de choses dans tous mes piliers de travail, qui est la pâtisserie, la glacerie, la confiserie et la chocolaterie. C'est très intéressant et on y reviendra plus en détail en seconde partie de l'interview. Mais avant ça, je voulais un peu revenir sur ton parcours. Donc déjà, ma première question, quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance? Beaucoup, puisque, et je le dis souvent, mais je suis né proche des produits, c'est-à-dire que mes 4 grands-parents
étaient des paysans qui cultivaient la terre. S'il y avait une saveur, ça serait la pêche de mon grand-père, ramassée à 100% de sa maturité, juteuse comme jamais plus j'ai goûté après, et magnifique. Et parce que, en même temps que ça, j'ai appris le respect du produit qui sort de la terre, en fait. Donc, eux, c'était leur façon de gagner leur vie. Donc, ils respectaient ça et, euh, et on m'a appris les bonnes choses, pas forcément les choses que de luxe, mais les bonnes choses, euh, le circuit très court, même un œuf qui sort du poulailler et qui se transforme en omelette à midi, quoi. Et c'est ça que tu fais aujourd'hui aussi quotidiennement, prendre du circuit très très court, enfin le plus court possible en tout cas, autant que possible. Évidemment, tout n'est Bah, pas possible, mais avec beaucoup de choses et avec beaucoup de choses, on travaille un circuit très court et même quand cela n'est pas possible, on travaille un circuit qui est tracé. C'est-à-dire que bien sûr, ma vanille, elle pousse pas en Île-de-France, mais par contre, je sais où elle pousse et comment et par qui elle est cultivée, et je sais que il n'y a personne de sous-payé dans la filière. Enfin, tout le monde doit. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir pour que tout le monde s'y retrouve dans un business. Le cacao, c'est pareil. Valrhona est une entreprise qui respecte beaucoup ça et qui veut donner aux cultivateurs les moyens de vivre décemment. Et je pense qu'en 2021, c'est le moindre qu'on puisse faire. effectivement. C'est quoi ton plus beau souvenir gustatif? Il y en a plein, parce que toute création et tout plat inédit pour moi est une découverte. Donc, il y en a plein. C'est difficile d'en choisir qu'un, hein, parce que J'imagine. ça peut aller de l'éclair au chocolat de Gilles Marchal au plat le plus extraordinaire de Martino Ruggieri, quoi. C'est la prochaine, la plus extraordinaire. C'est celle qui me remettra encore une claque, mais voilà. Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ta rencontre avec Yannick Aleno? Récemment, c'est ce petit ananas confit. Plus anciennement, c'est-à-dire qu'au tout début de mon arrivée ici, je goûte les sauces du chef Aleno. Alors, pour revenir, Yannick Aleno a revu toutes les sauces de la gastronomie française avec les cryoconcentrations et les extractions. Et quand je goûte ces premières sauces à Courchevel, je prends une claque et je prends vraiment conscience parce que je l'avais lu avant de travailler pour lui et je le savais que c'était quelqu'un du goût. Mais entre le fait de le lire et le fait de le goûter, il y a un monde. Et je me rappelle que je prends une claque en étant assis à Courchevel, en faisant tout le menu dégustation. Je venais d'arriver, mais il fallait des gens pour tester, en fait, parce que la veille ou l'avant-veille de l'ouverture, on s'entraînait encore. Et j'ai eu de la chance d'être assis. Et là, je prends une claque en me disant, OK, c'est pas juste une bonne pub de dire qu'on revoit toutes les sauces. C'est vraiment, ça va droit, c'est des goûts francs, c'est hyper profond, c'est magnifique. Et aujourd'hui, moi, j'avais aussi une question sur le pavillon Le Doyen, parce que c'est un établissement assez particulier. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer sa particularité? Et ensuite, toi, quel est ton rôle au sein de cet établissement? Déjà, c'est un endroit historique. C'est un endroit qui a toujours été synonyme de gastronomie dans le temps. Et aujourd'hui, le pavillon Le Doyen, c'est 3 établissements, 3 points de vente, 3 restaurants, tous les 3 étoilés. Donc, on a beaucoup de chance. Il y a le Aleno Paris qui est 3 étoiles. On a l'Abysse qui est un restaurant 2 étoiles, qui a la spécialité d'être un bar à sushi avec un maître sushi. Et on a le dernier né qui est Pavillon avec un Y, qui est un comptoir gastronomique. Je pense que là, on dépoussière un peu une gastronomie un peu moins codifiée, un peu plus simple dans le service, un peu plus simple dans la façon d'apporter un mets. Et puis avec beaucoup de rapports entre celui qui fabrique et celui qui déguste. Donc avec un contact qui se fait très très facilement. Donc en fait, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on essaye, et au quotidien, c'est notre combat, c'est d'être un temple de la gastronomie où il se passe beaucoup de choses. Donc le but, c'est de créer dans toutes ces outlets, de créer sans jamais s'arrêter et de surprendre. Et moi, mon rôle dans tout ça, je suis le chef pâtissier de Yannick Aleno. Donc moi,
je suis en charge des desserts, hein, mais je suis en charge. Alors, je pense qu'on peut dire plus que ça parce que il faut être cohérent avec le début du repas. Donc, c'est-à-dire que moi, je dois être en lien avec tous les cuisiniers qu'il y a dans cette maison et je dois être cohérent pour finir une histoire qui a déjà commencé depuis 2 heures. À Leno Paris, on passe 3 heures à table et on passe par beaucoup d'émotions et de sentiments différents. Et moi, je suis en charge de signer ce menu à la fin, en fait. Donc, c'est hyper plaisant de passer après tout ça, en fait. C'est hyper plaisant de finir une histoire. Qu'est-ce que t'aimes dans cette chose-là, justement, le fait de finir une histoire? Comment est-ce que t'aimes la terminer, cette histoire? Alors, je pense que c'est un mélange de créativité surprenante et de gourmandise réconfortante. Je pense qu'on est en fin de repas. Martino Ruggieri, pour le Aleno Paris, est un chef qui est très, très créatif. Donc, on a le palais et le cerveau qui fonctionnent beaucoup pendant tout le repas, où on se pose des questions. Et à la fin, donc on a envie de garder, parce que ça, c'est une ADN qui est la nôtre, hein, qui est cette créativité débordante. Mais je pense qu'elle doit être ponctuée par une gourmandise réconfortante qui peut être une tarte au chocolat glacée de vanille. C'est pigmenté par exemple, dernière fois qu'on a ouvert le restaurant, c'était une figue au curry. Donc voilà, en fait, c'est un mélange des deux. Je pense que mon équilibre, c'est la créativité surprenante et la gourmandise réconfortante. Et comment est-ce que tu arrives à jongler entre ces 3 établissements? Comment est-ce que tu arrives à jauger, ce qui irait pour tel restaurant, mais qui irait un peu moins pour l'autre? Tu vois, comment est-ce que tu crées un peu, justement, pour 3 cartes différentes? Ça se fait pas tout seul. Ça se fait bien entouré et c'est le cas. Je suis très bien entouré. Il y a le chef Aleno qui est notre guide un petit peu avec beaucoup plus de recul et de plus haut. C'est-à-dire que c'est un dégustateur avec tellement d'expérience que lui, il va goûter ce que j'ai eu envie de faire et il va me dire ça, c'est cohérent ici, ou ça, c'est là, ou ça, c'est là. Et puis aussi, à force, ces 3 univers qu'on construit tous les jours un peu plus, hein. Donc, ce qui va à la bise, pour moi, c'est cohérent. Bien sûr, il Oui. faut que ce soit japonisant, mais c'est aussi quelque chose de sobre, c'est quelque chose d'efficace. Euh, Ce qui va à pavillon, enfin, il faut que ce soit cohérent, en fait. Donc, souvent, on travaille une idée. Alors, des fois, on sait ce qu'on veut pour où on le veut, et des fois, on travaille une idée, puis à sa façon de la finir ou de la tourner, bah, il va à un endroit ou à un autre. Mais c'est une façon de jongler avec ces idées qui est hyper intéressante, en fait, parce que toute idée est bonne, et des fois, au départ, on sait même pas, en fait, puisque à la base de l'idée, c'est le produit. Donc, Oui. comment on le travaille donne le dessert. Et après, comment on le déguste. C'est-à-dire qu'on est tout le temps, on est souvent plusieurs à déguster. Le chef Aleno, ses chefs de cuisine, moi, mes sous-chefs, parce que j'aime bien leur demander leur avis, puis ils font beaucoup pour ça, hein. Je suis pas tout seul à créer, et je suis pas tout seul à finaliser, hein, sinon, enfin, on fait jamais, ce travail se fait jamais tout seul, en fait, hein. Ouais. Donc, en fait, c'est beaucoup de temps de dégustation. Alors maintenant, pour revenir un peu justement, sur les saveurs et sur ton parcours en saveurs, c'était quoi les saveurs de ta toute première création? Oh, c'était sûrement beaucoup trop classique. Une toute première création, j'étais un peu timide dans le choix de mes saveurs et je pense en fait que j'ai pris le temps d'être à l'aise dans des classiques. Et à Lyon, peut-être aussi qu'on me poussait, j'ai commencé à Lyon, hein, la restauration, on me poussait moins à être original dans des accords. Et je pense que moi, ça m'a permis d'être un peu en confiance. Mmh. Mais je pense que mes toutes premières créations devaient être beaucoup trop classiques pour ce que je vois aujourd'hui. Après, ça se fait pas en 2 jours. Il m'a fallu le temps d'aboutir ce que je pense. Il m'a fallu du temps et il m'en faut encore. C'est-à-dire que j'aime bien penser beaucoup mes assiettes. J'aime bien qu'il y ait une profondeur dans l'histoire et dans le goût. Donc tout ça, il m'a fallu du temps et ça fait déjà 5 ans que je suis à Pavillon Le Doyen. J'ai évolué pendant ce temps-là. Et avant, j'avais même pas imaginé que je pouvais pousser
la créativité jusque-là. Oui, bien sûr. Et justement, ta dernière création, elle avait quel goût? Est-ce que là, elle était très, très créative? Ah ouais. Bah, là, ma dernière création, c'est une glace de mascarpone qui sort juste de la turbine. Un côté neutre, glacé, onctueux, très, très gourmand. Sur le dessus, on vient mettre des petites tuiles de pommes de terre qui permet d'avoir un croustillant hyper agréable. Et tout ça est parsemé d'oranges confites sans sucre, donc mes fameux fruits confits, qui t'apportent une gourmandise et une profondeur dans le fruit. Tout ça est nappé d'une sauce à l'orange et à la vanille, cryo-concentré bien entendu. Et il y a une certaine simplicité dans ce dessert parce que tu le manges, tu ne te poses pas 40 000 questions, c'est hyper gourmand. Et en même temps, il y a un équilibre entre le lacté, la puissance de l'orange avec une légère amertume et le croustillant de la pomme de terre qui t'enroule tout ça en fait. Et la première chose que tu m'as citée quand même comme ingrédient, c'était la mozzarella et la pomme de terre, qui sont quand même des saveurs qu'on a l'habitude de goûter en salé. Comment est-ce que, justement, tu arrives à allier ces saveurs un peu plus salées avec du sucré et en fait que ça reste un dessert, comme tu l'as dit tout à l'heure, gourmand et réconfortant? À aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais mettre des légumes dans mes desserts ou je vais mettre des épices incongrues dans mes desserts pour être original. Tout ça arrive par de nombreuses dégustations qui t'apportent, qui te demandent un côté salin ou un côté terreux ou un côté amer. Rien de mieux d'aller chercher dans la betterave le côté terreux, le côté puissant, euh, ou dans le céleri, le côté minéral, ou dans le champignon, par exemple. Le champignon, ça pourrait être très classique dans le dessert parce que un caramel de champignon, pour moi, c'est hyper cohérent. C'est original parce que c'est pas habituel à toutes les cartes, mais c'est aussi cohérent qu'un caramel de noisette. Donc, moi, avant tout, ce qui est important pour moi, c'est la cohérence du plat et la cohérence du menu. Et c'est pas aller chercher un légume pour dire tiens, ça c'est fun. C'est chercher un légume parce qu'il apporte une complexité à mon dessert que je n'aurais pas sans. Ouais, non, c'est très clair. Et techniquement, par contre, comment est-ce que tu réalises un caramel de champignons? Eh ben, la base de toute sauce aujourd'hui, la base de toute sauce pour moi, c'est les cryoconcentrations et les extractions. Extraction, c'est la cuisson à juste température pendant un juste temps d'un produit dans un liquide. Base de Yannick Aleno en 2013-2014. Cryoconcentration, c'est cette même base qu'on concentre par le froid pour ne pas l'abîmer, garder tous les minéraux, garder tout le goût pur et ne pas l'abîmer par une surébullition. Donc en fait, à partir du moment où j'ai mes concentrés de goût, que ce soit avec un champignon ou une clémentine, et ben après, toutes mes bases de mes pâtisseries, qui, en fin de compte, toutes les bases de pâtisserie sont aussi des sauces. Hein. Une Ouais. crème pâtissière, un sorbet ou une glace, ou une ganache. Et ben ça, c'est si je considère que tout ça est sauce, et ben à l'origine, si j'y mets un goût extraordinaire, à la fin, ma sauce est originale. Ouais, et du coup, tu travailles toujours, quasiment toujours tes produits comme ça avec ce système d'extraction et de Bah, c'est une logique. Aujourd'hui, c'est une logique qui pour moi est maintenant, c'est ma palette en fait, c'est ma palette gustative, c'est ma palette de matières premières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu d'utiliser une pâte de noisette que je vais acheter, bah, je vais utiliser une extraction de noisette, que ce soit au lait ou à l'eau. Bah, une extraction de noisette, déjà, je pars sur un produit qui est plus goûteux. Donc en mmh. fait, humblement, après, je mets en valeur ce produit. Donc si je le concentre, j'ai un espèce de lait de noisette qui est hyper puissant, qui contient pas de sucre, parce que c'est important aujourd'hui, toute la pâtisserie du pavillon Ledoyen ne contient plus de saccharose, ni la pâtisserie, ni la confiserie, ni la glacerie aussi, Ouais. puisqu'on a une glacerie aujourd'hui, par exemple, si je te parle d'un sorbet à la poire, eh ben je prends des passes crassanes de fin de saison qui sont magnifiques, juteuses et sucrées. Je cryoconcentre ces
ce jus-là et j'ai mon sorbet, en fait. Après, j'ai plus qu'à le texturer d'une façon naturelle et splendide. Très très intéressant. Alors j'ai une dernière question pour cette première partie. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Moi, ça représente ma vie. Vu de l'extérieur, on me dit, mais cela doit être dur quand même. Alors, moi, j'ai pas l'impression, puisque moi, je vis quand je suis ici. C'est-à-dire que c'est ce challenge de trouver, de créer, de se remettre en question, de faire mieux et de faire plaisir aux clients. Moi, c'est ma vie. Donc, la pâtisserie a une énorme place dans ma vie, mais ça apporte à beaucoup de choses. Ça apporte au contact avec les gens. C'est-à-dire que je passe avec mon équipe beaucoup plus de temps qu'avec ma famille. Donc, il se passe beaucoup de choses, on se connaît. Et maintenant, mon rôle, c'est aussi de les faire qui s'expriment aussi dans notre pâtisserie parce que c'est hyper important. Alors en deuxième partie, je voulais revenir sur ton processus créatif, les saveurs qui t'inspirent au quotidien. On en a déjà pas mal parlé, tu utilises plus de saccharose. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le saccharose exactement? Parce que depuis tout à l'heure, c'est un terme qui peut être un peu technique si on s'y connaît pas vraiment en sucre. Donc est-ce que tu peux mettre des mots sur... expliquer ce que c'est? Le saccharose ou la canne à sucre ou le sucre de la betterave sucrière, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en fait, ce que j'ai éliminé moi, c'est le sucre blanc qui, on le sait aujourd'hui, est mauvais à la santé et voire mauvais pour la planète. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai une vision de la pâtisserie qui est très bonne pour le goût. En tout cas, je travaille pour, donc c'est pas à moi d'en juger, mais je fais tout pour le goût et uniquement pour le goût. Très bonne pour le corps humain et très bonne pour la planète. Donc ça, c'est mes credos. Ça veut dire que après une année comme on vient de passer, où on se rend compte des choses, on se rend compte que peut-être le fonctionnement qu'on avait il y a 10 ans n'est plus le bon, peut-être, je sais pas. Mais faisons attention à notre planète aussi. Faisons attention à la surconsommation des produits. Et en fin de compte, j'en reviens à ce que je disais au tout début, faisons attention au respect du produit. Valorisons tout ce qui pourrait être considéré encore il y a 6 mois comme un déchet. Des pelures, les pépins des pommes. Mais ce que je dis, nos arrière-grands-parents le faisaient en fait. Oui. Ça, c'est plus une prise de conscience qu'une nouveauté. Mais cela dit, arrêtons de remplir nos poubelles et travaillons le produit et soyons créatifs pour le rendre bon. Et pour moi, c'est logique aujourd'hui. Il faut faire attention et prenez soin des choses, mais prenons soin aussi de nous, c'est-à-dire de notre santé. Oui, non, mais bien sûr, c'est très important. Comme tu dis, prendre soin des produits déjà avant tout, de la planète aussi, et puis de notre corps, oui. Et du coup, à la place du saccharose, qu'est-ce que tu utilises toi exactement? Je sais que de parler de pâtisserie sans sucre, ça fait peur aux gens et ils ont raison. Aujourd'hui, je fais une pâtisserie sans saccharose, mais je fais une pâtisserie avec plus de goût qu'avant. Je m'explique. Le saccharose est un produit qui va édulcorer assez facilement le palais. C'est-à-dire qu'il rend assez addictif et il apporte ce goût assez, en fin de compte, il neutralise pas mal de choses. Parce qu'il neutralise les amers, il neutralise les acides, il neutralise tout le relief que je trouve dans mes produits. Aujourd'hui, je prends le parti de dire mes produits, je les laisse parler et je les édulcore pas avec du sucre. Donc, où je trouve mon sucre et où je trouve mon pouvoir sucrant encore plus important, donc je le trouve dans mes cryoconcentrations, parce que mes fruits ou mes légumes ou mes produits que je cryoconcentre, bah, je les concentre en sucre, parce qu'un jus d'ananas dans lequel on enlève l'eau, on a un nectar hyper sucré. Ça, c'est la première partie. Je travaille aussi avec l'eau de bouleau, qui est quelque chose de naturel, 100% bio, 100% enfin, je travaille avec une filière qui est hyper propre. Du coup, ça, c'est un édulcorant naturel. Donc, ça m'aide aussi. Mais pas que. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'apporte pas un concept en disant j'ai banni le sucre, mais je le remplace par un édulcorant. Ouais. J'ai beaucoup de petites astuces à beaucoup de petits problèmes différents. Dans un sorbet, la cryoconcentration de poire me suffit. Il n'y a pas une règle, il n'y a pas une méthode, il y en a plein. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est juste de se mettre
à l'écoute du produit et d'essayer de comprendre ce qu'il a à nous donner. Ça, c'est mon travail aujourd'hui. Et comment t'étais venue cette idée? Enfin, tu vois, comment est-ce que tu as après trouvé toutes ces techniques? Alors, il y en a certaines qui viennent de Yannick Aleno, justement, c'est ce que tu disais un peu, sur la manière dont il travaillait les sauces lui. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu toute cette aventure? Parce que j'imagine que ça se fait pas du jour au lendemain, d'arrêter d'utiliser du saccharose dans ses desserts. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est 5 ans de travail qui commence doucement parce que, en fait, j'arrive à Pavillon Le Doyen et je prends conscience que le chef Aleno attend de moi une créativité qui sort du redesign et qui sort de la revisite, en fait. Ouais. Aujourd'hui, il y a une différence entre le design de la pâtisserie et la création pâtissière. Le design, c'est ce qu'on voit beaucoup à Paris. C'est magnifique, c'est techniquement parfait. Et la création, et on me le dit encore assez souvent, hein, la création, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. C'est beaucoup plus pour moi, je trouve ça plus difficile à trouver dans le fond. C'est-à-dire que cela me demande alors, comment on y arrive? Par beaucoup de travail, par beaucoup d'essais et par beaucoup de temps de dégustation. Tout à l'heure, tu disais que chaque petit problème avait un peu une solution, entre guillemets. Est-ce que tu aurais, je sais pas, 2-3 petits problèmes auxquels tu as réussi à trouver des solutions? La confiserie moderne, c'est 3 ans acharnés de travail et 3 ans d'échecs avant d'y arriver. Ça veut dire que il a fallu comprendre comment stabiliser l'humidité du produit pour la conserver. Parce que mon but n'était pas d'assécher le produit, parce que les abricots moelleux et des dattes, ça existe. Donc, c'est pas ce travail-là, c'est vraiment un travail de confisage. Ça m'a permis de garder le goût du fruit et non du sucre 6 mois après, avec une fraîcheur qui est surprenante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que c'est un ananas qui a 6 mois ou une orange qui a 6 mois. Donc ça, c'est la compréhension de l'humidité du produit. Et ça a été long parce que des process qui sont longs, qui durent plusieurs mois. Donc à chaque fois, il a fallu comprendre pourquoi c'était un échec et recommencer avec autre chose. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour comprendre, c'est vraiment, tu as testé. Tu as testé des techniques, des manières différentes et il n'y a pas autre chose que le test finalement. Non, il n'y a pas autre chose que le test et c'est pour ça que j'ai attendu beaucoup de temps avant d'en parler. Mon premier essai de confisage, ça s'est fait il y a 3 ans et demi, 4 ans. Et maintenant, j'en parle en 2020, en septembre 2020. Pour moi, c'est là où on a été prêt à sortir ça. Et ça a été long, mais passionnant parce que, en fin de compte, il a fallu comprendre ce qui se passait dans le produit et ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses de mes produits. Ouais, bien sûr, j'imagine. Et après, d'un point de vue plus général, comment est-ce que tu crées un nouveau dessert? Tout à l'heure, tu me disais que tu partais du produit. Justement, est-ce que quand tu veux créer un nouveau dessert, tu te dis, tiens, j'ai envie de travailler la poire, comment est-ce que je vais la travailler, avec quoi je l'associe, comment tu fais? Les sources d'imagination, elles sont larges. C'est-à-dire que la saison nous aide, le temps qui se passe dehors nous aide. Et après, il y a le produit qu'on choisit de travailler. Donc, par exemple, parlons d'une poire passe-crassane de fin de saison. Donc, à partir du moment où on décide de travailler un produit comme celui-ci, on va essayer c'est la transformation de ce produit qui nous dit, en fait, et c'est elle qui après nous impose ce qu'elle a besoin. C'est-à-dire que moi, je vais tenter de la cuire de tant de façons différentes ou de la transformer de tant de façons différentes. Et après, c'est la dégustation de ce produit. C'est-à-dire que de quoi elle a besoin? Est-ce qu'elle a besoin de gras, d'acide, d'amer? Est-ce qu'elle a besoin de texture? Est-ce qu'elle a besoin de fraîcheur? Est-ce qu'elle a besoin... Et en fait, c'est elle. Donc, après le premier mariage, il se fait... Alors, après, ça se fait jamais... attention, hein, c'est un dessert, c'est un mois de dégustation. Et, en général, c'est le temps qu'il me faut pour sortir une assiette aboutie. Et après, on revient en arrière. Ah non, les épices, c'est trop fort. Et on revient en avant parce qu'il y a besoin de plus de fraîcheur, où il y a besoin de l'amertume du cédrat, où il y a besoin du gras du lait d'amande, où il y a... Enfin, et après, on teste. Et après, on construit. Et après, c'est ce que j'aime bien appeler les mécanismes du plaisir. C'est
Après, on contrarie, c'est-à-dire le chaud et le froid, le croustillant et le moelleux, le sel et le sucre, même si on parle plus de sucre aujourd'hui. Mais oui, justement, tu vois, tout à l'heure, t'as parlé de mozzarella, mais tu as aussi créé un dessert avec de l'aloe vera. À quel moment te viennent justement ces idées de saveurs qui... En étant curieux, on est 70 cuisiniers pâtissiers au pavillon Le Doyen. Je suis pas à l'origine de toutes mes idées. C'est-à-dire que moi, j'ai une idée de produit, mais je passe en cuisine et je vois un bouillon épicé, je vois une sauce au yuzu ponzu, euh, ou alors j'ai mes fournisseurs, mes petits producteurs qui m'apportent des produits qui sont cohérents, ou alors, enfin, je recherche beaucoup de produits. Et je pense qu'en fait, il faut être curieux. Parce que à partir du moment où dans sa tête, on se met zéro limite, moi, j'ai arrêté de me mettre une limite tiens, ça paraît bien. Maintenant, ma limite, c'est de déguster, de me dire, ah non, ça marche pas, oui, ça marche. Donc, à partir du moment où on est ouvert comme ça sur ce que peut nous donner chaque produit, bah après, l'aloe vera peut devenir cohérente, macérée avec de la pêche. Et comme je dis, au bout d'un moment, le caramel de champignon, moi, il me paraît cohérent, quoi. Enfin, en fait, toute cette inspiration, tu l'as aussi puisée du coup beaucoup en goûtant. Mais tu goûtes le salé que vous faites là au pavillon Le Doyen. Est-ce que tu vas aussi goûter dans d'autres endroits, je sais pas, d'autres pâtissiers pour t'inspirer? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Bien sûr. Alors moi, c'est vrai que je suis très influencé par l'univers de la cuisine. Et je m'en cache pas parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis d'avoir un œil beaucoup plus ouvert. Je suis très influencé par la façon qu'a un cuisinier à réfléchir sur Enfin, on construit pas pareil à l'origine. Avant d'être ici, je Ouais. construisais pas mes desserts comme je les construis aujourd'hui, mais je pense que l'inspiration est de partout. Alors effectivement, quand je vais dans un restaurant euh, plutôt intéressant, je suis à l'affût de comment, pourquoi, et waouh, c'est ouf, ou waouh, c'est pas équilibré. Bien sûr que je suis à l'affût de ça, et bien sûr que quand je vois une pâtisserie, je la goûte avec beaucoup en me demandant à chaque fois qu'est-ce que le créateur de cette pâtisserie a voulu transmettre. On apprend à être un dégustateur, et aujourd'hui, je pense que j'essaye de développer ça tous les jours. Mais ça marche avec le vin. Je connais pas encore assez le vin, et tous les jours, j'essaye, à chaque fois qu'une occasion se passe, de faire un accord mets-vin. J'essaye de goûter, de comprendre. Et encore une fois, on s'entoure d'un spécialiste, d'un sommelier, on s'entoure de Yannick Aleno qui est connaisseur de vin. Et là, on essaye de comprendre. Et en fin de compte, un bon accord, c'est un accord qu'on aime. Ouais, non, bien sûr. Mais ce que je retiens beaucoup, c'est quand même que, oui, il y a goûter, mais tu dis aussi comprendre. Et voilà, je trouve ça très intéressant. Bah, Cette idée, justement, d'arriver à comprendre ce qui a fonctionné. ouais, ce qui fonctionne, ou même quand ça fonctionne pas d'ailleurs. Ouais. Comprendre pourquoi. Trop puissant, trop fade, euh, pas de relief, pas de texture. Tu m'en as parlé tout à l'heure, tu travailles aussi donc pour le restaurant Labis, qui est dans le pavillon Le Doyen. Donc là, c'est japonais. Comment est-ce que là, tu travailles des saveurs asiatiques, qui du coup, enfin, j'imagine, changent quand même un peu de ce que tu dois avoir l'habitude de faire pour les restes des restaurants. À l'Abysse, on m'a souvent demandé, on m'a dit, mais comment parce qu'en fin de compte, un pâtissier français qui crée pour un restaurant 3 étoiles français ou un pavillon, un comptoir, ça paraît quelque chose en fin de compte, de logique. Le chef Aleno a décidé de casser l'aile où il y avait un bar existant et il nous a annoncé qu'il voulait faire un bar à sushi. Alors déjà au départ, il faut déjà quand même digérer cette information parce qu'on se dit on est dans le temple de la gastronomie française. Enfin, on trouve ça dingue, mais d'ailleurs tout le monde a trouvé ça dingue dans Paris au départ de dire mais ah ouais ok un bar à sushi. En fait j'avais zéro exemple de pâtisserie parce que Ouais. euh, par définition au Japon ils n'ont pas une part énorme pour le dessert en fait. Ils ont une part pour les pâtisseries qui sont très classiques et très ancestrales et que enfin c'est pas ça qu'on voulait faire. Aujourd'hui si je me mets à faire un mochi traditionnel, je le ferai moins bien que la grand-mère japonaise. Donc c'est pas ça qu'on a voulu faire et tant mieux parce que j'aurais été bien embêté.
Mais on s'est dit, OK, on est créatif, donc on va garder cette créativité et on va s'inspirer de ces fabuleux produits japonais où ça part du plus classique, le yuzu que tout le monde connaît aujourd'hui parce que ça fait 10 ans qu'il arrive en France, à la racine fraîche de wasabi, à l'eau de mer pour appeler le Japon, enfin au caviar de gelée de prunes japonaise. Euh, et en fin de compte, eh ben, la logique est la même. C'est-à-dire que j'ai un lexique qui est les produits japonais et j'ai une créativité qui est la nôtre. Donc, il a fallu essayer. Hein. On ne l'a pas fait en 3 jours. Mais on a fait quelque chose là, pour le coup, qui n'existait pas puisque le dessert, parce qu'en fin de compte, c'est un dessert français japonisant. Ouais. C'est ni japonais ni français. C'est un mélange des deux. Et en fin de compte, c'est compliqué de se lancer quand c'est une page blanche et que personne l'a fait avant nous. Mais en fin de compte, c'est une liberté. Puisqu'en fin de compte, personne ne sait où je vais. On avance et on n'a pas de guide dans ça. Oui, non, c'est ça, c'est aussi l'avantage, effectivement, comme tu dis. On choque, hein, on choque beaucoup à la bise et on le fait exprès. Quand je sors un petit rouleau d'ananas qui a été poché 48 heures dans de l'eau de mer, donc quand on le ressort et qu'on le laisse sécher, il y a comme des petits cristaux de sel qui ressortent. On mange ça, il y a une espèce de... Il y a un choc qui se fait et c'est voulu, c'est une toute petite bouchée. On la mange, c'est salin, c'est violent. Et à côté, on a un sorbet à l'eau de mer très doux qui vient apaiser. Et du coup, on mange. Il s'est passé un truc dont on n'est pas habitué. Et après, on passe à autre chose. Donc, après une bouchée comme ça, bah, il faut une bouchée qui réconforte un peu. Et après, on repart dans l'hyper-créativité. Très intéressant. Mais attends, du coup, tu as utilisé de l'eau de mer vraiment. Vraiment, ouais. Dans un sorbet, ouais, parce que en fait, je sais pas pourquoi. Non, bah si, je sais pourquoi, parce que c'est la position de l'algue euh, euh, dans la cuisine japonaise. L'algue et le côté iodé est important. Donc, un jour, j'ai essayé l'eau de mer et je sais pas pourquoi j'ai trouvé une cohérence avec le Japon, alors que l'eau de mer, on l'a très bien aussi en Bretagne, mais je trouve que ça alimentait mon histoire. Et techniquement, comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as utilisé de l'eau de mer? Techniquement, les premiers essais qui ont été uniquement en interne, j'avais des pêcheurs qui nous amenaient du poisson et je leur demandais d'amener de l'eau de l'océan. Donc ça, c'est pour nos essais uniquement internes parce que bien sûr, c'est pas filtré, c'est pas hygiéniquement top. Et après, je me suis trouvé de l'eau de mer, ça se trouve euh, purifiée, quoi. Donc après, on a trouvé ça. Et est-ce que justement avoir développé des pâtisseries un peu plus japonisantes, où tu es allé sur des techniques justement en utilisant de l'eau de mer, en faisant pocher un ananas dans de l'eau de mer, etc., ça t'a aussi inspiré pour tes desserts plus français, entre guillemets, genre qui ont des saveurs plus françaises, enfin, qu'on a plus l'habitude de manger en France. Est-ce que du coup ça a joué dessus? L'Abysse m'a aidé à, euh, à lâcher prise sur ce qui est politiquement correct ou pas. C'est-à-dire que et puis bon, j'ai la chance, le chef Aleno est quelqu'un qui a pas peur de choquer parce que encore une fois, est-ce que j'aurais fait ça avec un autre chef qui m'aurait dit non mais attends là on va trop loin. Enfin ça l'amuse ça. Parce que quand on a une 4x4 de 5 ou 6 DCR, il peut y en avoir un qui choque. En fait, c'est même et d'ailleurs on m'en reparle en fait, c'est-à-dire que ça fait 1 an que je le fais plus cet ananas mais on me dit la dernière fois où je suis venu, j'ai mangé un ananas, c'était dingue. Et c'est ça aussi un restaurant, c'est un moment où on se rappelle de certains moments. C'est une façon de partager en fait. Non, mais oui, t'as raison. Souvent, on va aussi au restaurant pour goûter des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger. C'est aussi l'objectif de s'étonner soi-même, de découvrir des nouvelles saveurs. Et c'est le meilleur côté, si j'ai envie de dire. Et c'est ça, je trouve, qui manque en ce moment, où du coup les restaurants sont fermés, etc. Et où, donc on a moins ce truc de pouvoir goûter des saveurs un peu inattendues. Alors encore une fois, on le fait pas tout seul. À la Oui. bise, j'ai une dame qui s'appelle Ryoko
qui écrit beaucoup, qui est très, qui est japonaise, mais qui vit en France et qui connaît les deux cultures parfaitement et qui a été une très très bonne dégustatrice aussi pour moi parce que elle, quand je l'ai convaincue, ça m'a un peu rassuré dans le sens où elle est japonaise et elle connaît la France et elle déguste très bien. Et cette dame, je lui ai fait déguster souvent. Et ça lui arrivait de me dire, là, t'es un peu moins cohérent, là, c'est top. Là, un jour, elle m'a dit, Aurélien, je ne comprends pas comment c'est possible. T'as mis dans ta vie 15 jours tes pieds sur le sol japonais. Je ne comprends pas comment c'est possible. Ce dessin-là me fait penser à un dessin de ma grand-mère. Donc, est-ce que c'est une chance de tomber sur ce point-là ou est-ce que c'est Enfin, je sais pas, mais en tout cas, ça lui avait provoqué une émotion dans ce dessin. Ça me rassurait, parce que c'est quand même compliqué quand on est pâtissier parisien de se dire, tiens, je vais faire des desserts un peu japonisants. Parce que japonisant, pour moi, c'est pas mettre de la poudre de thé matcha sur mon dessert au chocolat, quoi. Ouais, non, mais bien sûr, c'est ça, c'est tout un nouveau travail, comme tu l'as dit. Est-ce qu'il y a un ingrédient que tu adores travailler? Il y en a plein. Je suis impatient de retrouver les premières fraises de l'année. Les premières fraises, si fleurettes, vont arriver. Et ça, toutes les années, je les rate jamais parce que je trouve que la première saison de la fraise est la meilleure. Après, toutes les variétés évoluent, hein. La fraise est étalée sur la moitié de l'année, mais les premières fraises sont extraordinaires. Mais la vanille de Tahiti, en ce moment, elle m'inspire beaucoup parce qu'en fin de compte, je me rends compte que la vanille de Tahiti d'Alain Abel m'apporte une gourmandise et en ce moment, ça me re-inspire en fait, ce qui pourrait paraître commun de parler de vanille, mais en fin de compte, il y a une note chaude qui est gourmande. Donc des produits, je peux en parler de. J'étais vraiment pas fan de la poire Pascrasane et cette année, un de mes deux sous-chefs m'a convaincu de la goûter sérieusement. Et je ne sais pas si c'est cette année ou si c'est moi qui l'ai enfin goûté d'une façon sérieuse, mais je l'ai trouvé extraordinaire. Donc la poire Pascrasane de fin d'année, c'est la première année que je la découvre comme ça. Donc mon produit préféré, je peux pas en citer un. Est-ce qu'au contraire, il y a un produit que tu aimes bien utiliser mais qui te donne beaucoup de fil à retordre? Je pense qu'aucun produit n'est simple. En fin de compte, tout, c'est l'accord qu'on en mêle. Encore une fois, si c'est pas cohérent, si ça me donne trop de fil à retordre, c'est que c'est pas le bon produit pour ce dessert-là. Donc, en fin de compte, tous sont dans une palette et il y en a que j'utilise souvent et il y en a qu'une fois j'ai besoin que d'une note. Peut-être que une extraction hyper puissante de genièvre, en ce moment, ça va m'apporter, ça m'inspire beaucoup parce que ça m'apporte une note chaude et une note de puissance à une association. Donc peut-être que c'est celui qu'il faut doser en ce moment dans mes essais. C'est celui qu'il faut doser avec le plus de délicatesse parce que une goutte de trop et là on flingue le palais. Et si on parle de genièvre, on peut pas non plus ne pas le sentir. Ouais. C'est-à-dire que tout est une question d'équilibre. Effectivement. Alors pour clore cette deuxième partie, j'ai une dernière question. Est-ce que tu aurais un conseil que tu pourrais me donner, que tu trouves à moi qui suis pas pâtissière, qui aime bien faire des desserts quand même, et que tu trouves qu'on donne pas assez? Mais un conseil alors je peux pas dire que je l'ai pas eu parce qu'au contraire je l'ai eu, je pense que le côté plaisir est hyper important à toutes les phases. À la phase où c'est le plaisir de celui qui le produit, le dessert, c'est le plaisir de la dégustation. Et je pense que quand on perd le côté... En fait, on a beau faire quoi que ce soit, je pense que ce qui est indispensable dans un dessert, c'est le plaisir et la gourmandise. Quel qu'il soit, le plus simple qu'il soit, du sundae à McDo au dessert 3 étoiles de Aleno Paris. Donc, en fait, ce que je veux dire, du plus basique au plus courant, au plus créatif, je pense qu'il faut jamais oublier la gourmandise. Et souvent, un dessert, encore plus à la maison, c'est la fin de repas. Donc, on traîne le dimanche après-midi, en fait. On a fini de manger. Donc là, physiquement, on n'a plus faim, en fait, hein.
On est normalement, après le plat principal, le corps il peut s'arrêter de manger. Donc on s'arrête, on prend du temps pour parler, on boit le café, on partage le dessert. Et c'est là où la tarte aux pommes de la grand-mère, elle est la plus cohérente. Elle est la plus simple en fin de compte, et techniquement elle n'est pas parfaite, mais émotionnellement elle est au top niveau de ce moment de retrouvailles, de partage. Non, c'est vrai, c'est beaucoup de partage, la pâtisserie aussi, je pense, et j'en suis convaincue aussi. Maintenant, en dernière partie, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Donc ma première question, si tu étais une saveur, tu serais laquelle? La nouvelle saveur sucrée sans sucre. C'est quoi ton plaisir coupable? Le carré de chocolat. Tout simple, chocolat noir. Ouais, un chocolat noir, une bonne origine, avec beaucoup de caractère. Lyon, donc d'où tu es originaire, comme tu l'as dit tout à l'heure, en 3 saveurs, ça donne quoi? La bistronomie, la tarte à la praline et Bocuse. C'est vrai, c'est la marque de fabrique. Lyon est très chauvin par sa qualité de restauration, mais quand on parle de partage, à Lyon, c'est ce qui se passe encore. Est-ce qu'il y a un ou une pâtissière avec qui tu aimerais créer un dessert à 4 mains, qui aurait des saveurs un peu inattendues? Alors, je crée tout le temps avec des pâtissiers en ce moment, et en plus, on est dans un développement qui fait que je rencontre de nouveaux pâtissiers. Le dernier en date, Sébastien Nabel, pâtissier de Plaisance, qui rentre très très récemment dans le groupe Aleno, mais on apprend à se découvrir professionnellement. Ça reste dans le groupe Aleno, mais c'est quelqu'un qui a son parcours, qui est avec nous depuis 6 mois et qui a mon âge. On a 2 parcours différents et aujourd'hui on se rencontre et c'est le dernier dialogue hyper intéressant pâtissier que j'ai eu. Et si là tout de suite, je te demande d'essayer de créer un dessert à base de thé, qu'est-ce que tu ferais? Avec quoi est-ce que tu l'associerais? Je pense que la poire juteuse Pascrasane serait peut-être comme ça à chaud, hein, parce que peut-être qu'à dégustation on se rendra compte que non, mais donc j'irai chercher pas la puissance du thé noir, mais peut-être le côté floral du thé vert, classique en fin de compte. Hein. Le thé, je sais pas si c'est si classique que ça en fait, parce que c'est quand même assez complexe à utiliser. Justement, tu vois, tout à l'heure quand tu disais faut bien doser, je trouve que le thé, en plus, il y a ce côté amertume qui peut vite arriver. Et du coup, c'est pas quand même un ingrédient, un produit qu'on a l'habitude de goûter dans des desserts non plus. C'est vrai, Donc maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt verveine ou thym? verveine, Plutôt fruits des bois ou fruits exotiques? fruits des bois, Noël ou Pâques? les deux. Plutôt chocolat ou fruits? Les deux. Aujourd'hui, je suis dans une vision de chocolat et de fruits confits. Donc, je pense que la question n'est pas anodine. Et enfin, le cheval blanc, où tu as travaillé à Courchevel, ou alors à Léno Paris. Ça, on peut pas me demander de choisir, parce que je ne choisis pas, dans le sens où je travaille à Léno Paris et tous les hivers, je monte à Cheval Blanc et je travaille énormément pour les réouvertures. Et je suis très, très, très investi dans ce restaurant, le 1947 aussi. Et cette année, on l'a pas ouvert et donc on sera encore plus fort l'an prochain pour la réouverture. Bah écoute, merci beaucoup Aurélien. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi. C'est très intéressant, ta technique de confiserie moderne, etc. C'était très, très intéressant d'apprendre tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, est-ce que cet épisode vous a plu ? Moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Jade et Jacques Genin. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!